le monde. Bonjour, chers indépendantistes. Tout d'abord, merci d'être là en si grand nombre. C'est quand même, j'ai organisé mon lot d'événements publics dans les dernières années, puis 350 personnes quand même comme ça, un beau dimanche, c'est une belle réussite, je crois, pour les gens qui ont organisé l'événement. Donc, je leur transmets mes félicitations. Merci, disons plus particulièrement à Bernard Drainville et son équipe qui ont persévéré, insisté pendant plusieurs semaines pour me convaincre de venir. Pas que ça ne me tentait pas, mais je suis actuellement, comme le disait notre animatrice, en pleine rédaction de mon mémoire de maîtrise, puis ils ont dû être très insistants pour me sortir de mes livres et m'amener ici aujourd'hui. Donc, je les remercie de leur persévérance à cet égard-là. Si j'ai accepté de venir de manière plus générale, c'est parce que je crois profondément à l'importance, surtout dans la conjoncture actuelle, de débattre entre nous, de débattre de ce qui nous unit et de ce qui nous sépare en tant qu'indépendantistes. Dans mon bref mais intense parcours dans les mouvements sociaux, j'ai connu le sectarisme. Je sais c'est quoi le sectarisme en politique, et je sais que ce n'est jamais le signe d'un mouvement en santé. Je suis profondément convaincu que plus nous débattons, plus nous faisons la preuve que notre mouvement est en santé, et on demande souvent, mais pourquoi est-ce que les fédéralistes, eux, sont toujours aussi d'accord? Mais c'est assez simple, quand on ne propose comme projet de société que le statu quo, est bien normal de débattre moins que quand on porte un projet de société qui représente le changement social comme nous le faisons. On m'a demandé il y a quelques semaines de donner un titre à ma conférence et je ne savais pas encore exactement de quoi je voulais vous parler. Alors j'ai opté pour une très vieille stratégie. J'ai donné le titre le plus large possible. Comme ça, je me suis dit, peu importe de quoi je parle, on ne pourra pas me reprocher d'être à côté du sujet. Alors j'ai dit, l'indépendance au 21e siècle. Alors voilà, choisissez ce que vous voulez là-dedans. Grosso modo, étant donné que nous sommes entre nous, que nous sommes entre indépendantistes, je ne me sens pas l'obligation cet après-midi de vous vanter les mérites de l'indépendance. Je crois que de manière générale, nous nous entendons sur le bien fondé de ce projet-là. Ceci étant dit, j'ai donc davantage l'intention de me concentrer sur ce que je considère être des obstacles ou des difficultés ou des défis pour le mouvement indépendantiste en 2015 au Québec. Je n'apprends rien à personne, c'est même devenu une banalité que de le dire, mais le mouvement indépendantiste traverse des moments difficiles. Je crois qu'il faut être lucide, c'est rare que je dise ça, quant à la situation du mouvement indépendantiste. Ça a déjà été mieux et c'est préoccupant. Et dans cette situation-là, dans ce contexte-là, on entend beaucoup, dans les dernières années, d'appel à l'action. On nous dit, ouais, le mouvement indépendantiste va pas très très bien, et donc on nous dit la solution à cette situation difficile, ce serait de redoubler d'ardeur dans la mobilisation, ce serait de parler à plus de gens, de cogner à plus de portes, et bien sûr que c'est souhaitable. Bien sûr que c'est souhaitable de travailler plus fort, bien sûr que c'est souhaitable de mobiliser davantage. Il ne s'agit pas de ça. Par contre, bien que ce soit nécessaire donc de travailler plus, je ne crois pas que ce soit suffisant. Je ne crois pas que la seule solution à nos difficultés actuelles, ce soit simplement plus d'activisme, plus de mobilisation. Je pense qu'il y a aussi des questions fondamentales à régler. On ne peut pas seulement travailler plus fort, il faut aussi se poser des questions sur le projet lui-même que nous portons. Il faut se poser donc une question assez grave, je crois, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans le projet d'indépendance, qu'est-ce qui dans le projet d'indépendance, tel que nous le pensons depuis, disons, 25 ans, ne parle plus ou parle moins aux gens, notamment aux jeunes. Et évidemment, je ne prétendrai jamais avoir de réponse à cette question-là aujourd'hui. Je vais, disons, me contenter de poser certaines questions. Je vais me contenter d'élaborer des pistes de réflexion pour qu'on avance collectivement dans cette réflexion-là. Et j'espère que ce ne sera pas trop dispersé, puisque j'ai décidé d'y aller de manière un peu aléatoire. Disons, j'ai ciblé 4 réflexions, 4 obstacles, 4 défis qui me semblent être ceux du mouvement indépendantiste en 2015, et je vais tout simplement les aborder un après l'autre. Avant de procéder, je vais faire peut-être 2 remarques préliminaires. Tout d'abord, je suis et j'ai toujours été un indépendantiste, mais je ne suis pas et je n'ai jamais été ni un membre ni un militant du Parti québécois.
Deuxièmement, la deuxième remarque que je tiens à faire avec vous, je crois qu'il est profondément important de dissocier deux débats, c'est-à-dire le débat sur le Parti québécois et son avenir et le débat sur l'indépendance. Pour moi, ce sont deux débats différents. Comme le disait un peu la conférencière qui m'a précédé, il y a beaucoup d'indépendantistes au Parti québécois. Il y a aussi beaucoup d'indépendantistes en dehors du Parti québécois. Et historiquement, il faut reconnaître qu'il n'y a jamais eu autant d'indépendantistes à l'extérieur du Parti québécois. Il faut se demander pourquoi. Et il faut, je crois, réfléchir en tenant compte de cette donnée-là. Et ce dont je vais essayer de parler avec vous aujourd'hui, ce n'est pas du Parti québécois, mais du projet d'indépendance lui-même. Donc, je vous ai dit que j'allais vous partager en fait 4 réflexions qui sont éveillées chez moi par la conjoncture politique actuelle, c'est-à-dire par les débats qui nous occupent actuellement au Québec. Tout d'abord, j'aimerais commencer par un constat plus général, par un questionnement plus général sur la manière dont nous parlons de l'indépendance. Depuis un certain moment déjà, je ne mettrai pas de date, mais depuis un certain moment déjà, je crois que nous constatons l'échec d'une certaine manière de parler de l'indépendance. Cette manière-là, je l'appellerais la stratégie du moindre mal, qui a un peu été la stratégie du souverainisme traditionnel. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie du moindre mal dont je considère qu'elle s'épuise actuellement? C'est une manière donc de parler de l'indépendance et c'est une stratégie qui part de très bonnes intentions. Les indépendantistes, nous avons voulu, dans les dernières années, rassurer les gens. Nous avons voulu déconstruire certains arguments de peur, qui sont évidemment les arguments favoris des fédéralistes, qui nous disent donc que l'indépendance serait une catastrophe économique, que ça plongerait le Québec dans des décennies d'instabilité absolument terribles. Vous connaissez comme moi ce discours-là. Et nous avons voulu donc, et c'était une bonne intention que nous avions, rassurer les gens. En disant, mais non, c'est pas vrai, ce ne sera pas si terrible que ça. Mais par contre, je crois que nous, en voulant rassurer les gens, nous sommes tombés dans un piège. Et j'ai un exemple très précis à vous donner. Lors de la dernière campagne fédérale, il y a eu un extrait qui a été publié dans les médias d'un candidat du Bloc québécois qui discutait donc avec une dame d'un certain âge qui semblait très inquiète de l'indépendance, notamment parce qu'elle disait « Ah, mon chèque, bon, l'argument traditionnel, là, mon chèque de pension, tout ça, si on fait l'indépendance, qu'est-ce qui va arriver? » Et le candidat, avec des bonnes intentions, je le répète, avec des bonnes intentions, a dit à la dame « Vous savez, madame, ne vous inquiétez pas, si nous faisons l'indépendance du Québec, la seule chose qui va changer, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une feuille d'érable sur votre chèque de pension, ce sera une fleur de lys. » Donc, l'intention ici, elle est louable. Elle est louable, l'intention. C'est de rassurer quelqu'un qui est craintif. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est vraiment la bonne manière, ça, de parler d'indépendance? Parce que moi, j'aurais envie de poser une autre question. Si l'indépendance, ça ne change que ça, c'est-à-dire pas grand-chose, pourquoi on ferait l'indépendance? J'ai l'impression que parfois, en voulant rassurer les gens, et c'était une intention louable, je me répète, en voulant rassurer les gens, on a peut-être progressivement vidé le projet de sa substance. En voulant déconstruire les arguments de peur des fédéralistes, on a vidé l'aspect, je dirais, révolutionnaire du projet d'indépendance. Parce que si on veut faire l'indépendance, c'est bien parce qu'on croit que ça va changer quelque chose et que ça va changer les choses significativement. Si on croit que ça ne changera pas les choses, il n'y a pas de raison d'être pour l'indépendance. Si l'indépendance, ce n'est qu'un changement de frontières, qu'un changement de drapeau et que des logos différents sur les documents gouvernementaux, on peut se demander, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que ce sont des raisons qui vont mobiliser les gens, ça, à faire l'indépendance? Bref, j'ai l'impression qu'en voulant dédramatiser notre option politique, on l'a un peu vidé de sa substance. Et on l'a vidé de tout ce qui pourrait être susceptible de susciter l'enthousiasme auprès de nos concitoyens. Et l'idée que je vous soumets, très humblement, c'est que pour que l'indépendance redevienne, comme il l'a déjà été, un projet de société mobilisateur au sens fort du terme, il faut que ce projet-là soit emballant. Et pour qu'il soit emballant, il faut qu'il soit synonyme de changements sociaux qui sont significatifs. Sinon, je me répète, on ne voit pas quel intérêt aurait ce projet-là.
Je pense par exemple à une étude que j'ai relue la semaine dernière, qui avait été produite par deux professeurs de sociologie à l'Université Laval, Gilles Gagné et Simon Langlois, qui en 2002 avaient analysé la composition des électeurs qui avaient voté pour le oui en 1995. Et leur constat était clair. Ils considéraient que si le oui était passé si près de la victoire, c'est parce qu'il avait su, en grande partie, convaincre un segment très, très important, très stratégique de l'électorat québécois, c'est-à-dire vraiment le noyau de citoyens et de citoyennes qui sont actifs politiquement, qui sont mobilisés. C'est ce qu'ils appelaient les citoyens actifs de la classe moyenne. Ils considéraient même que 45% des électeurs qui avaient appuyé le oui l'avaient fait, et je cite, parce que la souveraineté était aussi un projet de transformation de la société. Et ce que je redoute, c'est que nous ayons peut-être perdu, je redoute que nous soyons en train de perdre ce noyau de gens-là. Et je le crains. Et ces forces vives-là de la société ne sont certainement pas majoritaires, mais elles sont pour moi un noyau sans lequel il est impossible de penser notre projet de société. Je ne crois pas qu'on puisse faire, bref, l'indépendance sans ces gens-là. Et je crois d'ailleurs que l'expérience, à la fois en Catalogne et en Écosse, tend à nous convaincre également de ça. Pour que ça fonctionne, le projet d'indépendance, je crois qu'il faut que ce soit un projet mobilisateur. Pour que ce soit un projet mobilisateur, ça doit prendre la forme d'un mouvement social. Et pour que ça prenne la forme d'un mouvement social, ça doit avoir le contenu digne d'un mouvement social. C'était un peu la première idée que je voulais soumettre à notre réflexion. La deuxième concerne la montée récente au Québec et absolument contemporaine de ce qu'on pourrait appeler le conservatisme identitaire. Je n'apprends rien à personne ici, c'est presque ça aussi une banalité, mais depuis quelques années, on assiste au Québec à un renouveau de la pensée conservatrice au Québec. Ce n'est pas un scandale en soi, bien que personnellement je sois en opposition assez forte par rapport à ces gens-là, ce n'est pas un scandale en soi. Dans le mouvement indépendantiste, cette montée donc de la pensée conservatrice s'est traduite par le retour en force d'un nationalisme qui est défini par ses partisans même comme conservateur, qu'on pourrait appeler aussi identitaire, et qui est un phénomène, je crois, réel, qui est assez dur à nier. Ce mouvement, cette tendance idéologique, ce mouvement de pensée-là, est beaucoup né d'une critique de ce qu'on a appelé le nationalisme civique, qui avait peut-être occupé le devant de la scène à une certaine époque. Et si on me demandait de définir donc ce que j'entends par conservatisme identitaire, je dirais que son principal trait caractéristique, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude à l'égard d'un dépérissement de l'identité québécoise. Identité québécoise qui est définie, et c'est là ici peut-être l'aspect le plus important de la définition, identité québécoise qui est définie comme essentiellement francophone et de culture catholique. Et ce qui, donc, pour moi, définit le mieux le mouvement de pensée dont j'essaie de parler, c'est ce tempérament-là d'inquiétude, voire de nostalgie, à l'égard de cette identité-là qu'on considère donc comme menacée. Ce que ça produit donc comme type de discours, c'est un discours qui critique, par exemple, des niveaux d'immigration, critique du multiculturalisme et également critique de la gauche qui est définie ici comme antinationaliste ou comme individualiste. Je ne crois pas que ce mouvement de pensée soit à rejeter en bloc. Je crois qu'il y a dans ce mouvement-là des critiques auxquelles il mérite de tendre l'oreille. Je crois par exemple que la critique du nationalisme civique est souvent bien placée, notamment en ce qui a trait à la contradiction entre ce type de nationalisme-là et sa position sur le libre-échange, par exemple. Je pense également qu'il est important et qu'il faut critiquer le multiculturalisme canadien, qui est un modèle de société qui ne convient pas au Québec. Donc, je crois que ces critiques-là sont importantes et je crois donc que tout ça pour dire que ce mouvement de pensée n'est pas à rejeter en bloc. Ceci étant dit, je suis mal à l'aise comme indépendantiste et je ne crois pas être le seul avec l'influence de ce mouvement de pensée
dans le mouvement indépendantiste et dans notre discours sur l'indépendance, dans la manière dont nous parlons d'indépendance. Le meilleur exemple peut-être que je pourrais donner peut-être pour illustrer ma pensée, c'est cette idée qu'on entend de plus en plus, cette idée selon laquelle il faudrait se dépêcher à faire l'indépendance parce que sinon, l'évolution démographique du Québec nous empêcherait de le faire. Donc, on entend parfois cette idée-là. Si on ne le fait pas rapidement, il y aura bientôt trop d'immigrants, ce sera devenu impossible. Et donc, on se met un peu à compter les votes des francophones en se disant « dépêchons-nous, dépêchons-nous, on va être rattrapés par l'immigration ». Moi, je suis très mal à l'aise avec cette manière-là de parler de l'indépendance parce que j'ai l'impression que c'est l'équivalent d'une démission. J'ai l'impression que quand nous parlons comme ça d'indépendance, nous démissionnons. Nous disons, en fait, nous donnons raison aux fédéralistes qui disent continuellement que les immigrants ne sont pas intéressés par le projet de souveraineté. Nous donnons raison à nos adversaires qui nous disent toujours que notre projet n'est pas un projet pour les immigrants, mais seulement un projet pour les Québécois dits de souche. Et moi, je ne veux pas qu'on leur donne raison sur ça. Et donc, je n'aime pas nous entendre dire parfois « dépêchons-nous, dépêchons-nous, après ça, il y aura trop d'immigrants ». Nous ne devons pas démissionner à cet égard-là, au contraire. Nous devons faire la preuve, par nos paroles et nos actes, que notre projet, il est inclusif des communautés immigrantes. Un autre, je dirais, des angles morts de cette montée du conservatisme identitaire, c'est qu'on peut tout à fait, et nous en avons une démonstration ces jours-ci, nous pouvons tout à fait être nationalistes conservateurs sans être indépendantistes. C'est une posture, bon, on pourrait la juger erronée ou incohérente, mais elle est possible. Elle est possible, cette posture, donc nationaliste, conservatrice, mais non indépendantiste. Il n'y a aucun lien nécessaire entre l'inquiétude identitaire dont je parlais tout à l'heure et une volonté d'autodétermination. L'un peut tout à fait vivre et prospérer sans l'autre. On peut être très critique, voire méfiant à l'égard de l'immigration. On peut être profondément nostalgique de l'identité franco-catholique sans pourtant vouloir l'indépendance. C'est des choses qui peuvent totalement qui peuvent évoluer en parallèle. Et les dernières élections fédérales en sont probablement la preuve, hein? Avec un parti conservateur qui a voulu faire dérailler le débat électoral autour de la question du niqab, et le résultat, ça a été que c'est au Québec, la seule province au Canada où les conservateurs ont amélioré leur score. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et les conservateurs, c'est quand même pas n'importe quel parti, c'est le parti qui a probablement, en tout cas depuis longtemps, gouverné le plus sans le Québec. Et en l'assumant très bien. Hein? Alors là, je crois qu'on a un bel exemple d'à quel point une montée du conservatisme identitaire, ça ne veut absolument pas dire un appui à l'indépendance. Ce sont deux choses complètement différentes. Et l'autre exemple qu'on pourrait donner, c'est le phénomène qui se produit dans la région de Québec, où on a une région très fortement nationaliste, où il y a une très forte critique des accommodements raisonnables, mais qui est farouchement anti-indépendantiste. Farouchement. Pour le moment, en tout cas. Donc, là, on a deux exemples. On pourrait parler du réalignement récent de la CAQ également comme d'un autre exemple de ça. Donc, quand on regarde cette évolution-là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois que c'est un mauvais calcul de croire qu'une exacerbation des enjeux identitaires, du conservatisme identitaire, va nécessairement donner plus de raisons aux gens de faire de l'indépendance. Je crois que c'est un mauvais calcul. Et je vais même aller un peu plus loin, puisqu'on va avoir un débat, je l'espère, tout à l'heure. Je pense même que l'ambiance que crée la montée de ce mouvement de pensée, une espèce d'ambiance, parfois, comme je disais, d'inquiétude et de nostalgie, je ne crois pas que c'est une ambiance, que c'est un ton qui donne envie de se projeter dans l'avenir en faisant l'indépendance. Et comme je le disais tout à l'heure, la crainte de l'autre, la nostalgie d'une identité collective qu'on considère comme toujours menacée, je ne suis pas certain que ce genre de discours-là donne le goût aux gens de se projeter dans l'avenir et d'embrasser le projet de l'indépendance comme risque collectif. Bon, c'est un malaise que je mentionne ici, mais j'aurais pu
mentionner un autre argument assez traditionnel, celui-là, que j'ai déjà un peu mentionné tout à l'heure. Les communautés immigrantes, elles doivent faire partie du projet. Et si on en parle comme d'un obstacle, on n'est pas vraiment en train de leur donner des raisons d'appuyer cette option-là. Ça fait le... La troisième réflexion que je voulais vous partager, également sur le thème des obstacles qui sont les nôtres, des défis qui sont les nôtres, c'est la montée du néolibéralisme au Québec. Je ne sais pas s'il y a causalité ou seulement corrélation, mais je constate que le déclin des appuis populaires à l'indépendance au Québec s'est fait en parallèle de la montée du néolibéralisme, de la droite néolibérale. Et je dis ici droite néolibérale pour la distinguer de la droite conservatrice, parce que ce n'est pas exactement la même chose, même si ce sont des droites qui peuvent et vont parfois de pair. Donc, ce que je disais, je constate, comme plusieurs, que la montée du néolibéralisme au Québec s'est faite en parallèle d'un déclin relatif, mais d'un déclin quand même, des appuis populaires à l'indépendance. Et ça me pose des questions. C'est que ces deux phénomènes-là aient évolué ensemble. Et on peut le voir dès 1995, hein, dès la défaite d'il y a de 1995. Rapidement après la défaite, on va voir apparaître un mouvement politique très fort, malheureusement incarné à l'époque par le Parti québécois, d'atteinte immédiate et très rapide du déficit zéro, avec des sommets socio-économiques, avec vraiment un virage à droite généralisé de l'élite politique québécoise, où plus que jamais, la question donc des finances publiques et tout le discours qui va avec, et du déficit zéro et de l'importance d'atteindre ce déficit zéro-là, va, comme je le disais, accompagner un déclin de l'appui à l'indépendance. C'est un mouvement qui donc démarre à peu près dans ces années-là, mais qui va s'exprimer 10 ans plus tard avec le Manifeste des Lucides, qui va être publié en 2005, donc 10 ans, presque jour pour jour d'ailleurs, avec la défaite de l'indépendance. Manifeste qui va être signé par plusieurs indépendantistes de renom, il faut quand même le rappeler. Et, encore une fois, si on me demandait de définir ce que j'entends quand je parle de néolibéralisme ou de discours de la droite néolibérale, je dirais que le point commun, ou en tout cas ce qui distingue, ce qui caractérise ce type de discours-là dans notre espace public, c'est un procès qu'on fait à l'État comme outil de développement collectif. On va systématiquement, sur à peu près tous les enjeux de société, dévaloriser l'État. Et même, je dirais, encore plus loin que ça, on ne dévalorise pas seulement l'État, on dévalorise l'idée même d'action collective. L'idée même d'action politique commune, je dirais même toute forme de solidarité sociale est systématiquement discréditée par ce discours néolibéral qui considère que c'est toujours, dans tous les cas, une mauvaise chose. C'est un discours qu'on entend partout, que vous connaissez aussi bien que moi, un discours du chacun pour soi, un discours de l'égoïsme généralisé, où on dit aux travailleurs et aux travailleuses, la classe moyenne inférieure, que la diminution de leur pouvoir d'achat, qui en est responsable? Chez les gens en dessous d'eux. Donc, c'est les assistés sociaux, les étudiants, les artistes, je veux dire, et on retourne les travailleurs et travailleuses les uns contre les autres en disant l'avenir, votre avenir, l'amélioration de vos conditions de vie, il passe par où? Il passe par le fait, plus que jamais, de ne penser qu'à vous, de vous battre les uns contre les autres, ne vous syndiquer surtout pas, ne vous regrouper surtout pas. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment le point caractéristique de ce discours-là, c'est une dévalorisation radicale de toute forme d'action collective, a fortiori une dévalorisation de l'État comme outil prioritaire d'action collective. Ça donne, en termes de politique publique,
des propositions systématiques de baisse des impôts. Hein. C'est ce que l'économiste américain Paul Krugman appelait la croisade contre les impôts de la part de la droite. Hein. Les impôts, l'impôt sur le revenu est vu comme quelque chose d'absolument odieux, hein, qu'il faudrait à tout prix réduire le plus possible, tant et si bien que les progressistes sont presque gênés de dire un instant, l'impôt sur le revenu, c'est un moyen équitable et très efficace économiquement de percevoir des revenus pour l'État et de redistribuer la richesse. Quand je dis je parle des progressistes, on est presque devenus gênés de dire ça à cause de la montée de ce discours-là qui dévalorise complètement l'impôt et qui, en dévalorisant l'impôt, dévalorise tout ce que les impôts financent. La santé, l'éducation, la culture, l'État en général. Montée de ce discours-là constitue un obstacle réel à l'indépendance. Je pense qu'on me voit venir ici un peu, là, mais un discours comme celui-là, donc de l'égoïsme généralisé, du chacun pour soi, un discours qui dévalorise toute forme de solidarité sociale et d'action collective, me semble, et je vous soumets ça en toute humilité, mais me semble que ça ne donne pas le goût de se donner un État. Il me semble qu'au contraire, en dévalorisant autant l'action collective, ça enferme les gens dans l'indifférence réciproque, dans la méfiance généralisée. Ça ne donne pas le goût de construire, en fait, aucun projet de société, encore moins un projet de société dont le point central est de se doter d'un nouvel État. Ça dévalorise, en fait, le discours néolibéral considère illégitime l'idée même de projet collectif. Et l'indépendance est peut-être la première victime de ce discours-là, parce que s'il y a bien un projet collectif qui ne se justifie pas, ou en tout cas pas en priorité, par des arguments de type comptable, c'est bien le projet de l'indépendance. Et le meilleur exemple de ça, et on est en ce moment au Québec dans un gros débat autour de ça, mais le meilleur exemple de ce discours, c'est le discours des radios d'opinion de la région de la Capitale-Nationale, de la région de Québec. Et ce discours-là, quand on l'observe, quand on l'analyse, c'est un discours qui est très, très cohérent. Hein, il est très cohérent. Parce que ce qu'on nous dit dans ces radios-là, tous les jours, du matin au soir, à plusieurs stations de radio, donc il y a un effet ici de martèlement qu'il faut réellement considérer. Mais ce qu'on nous dit dans ce discours-là, c'est que la politique, c'est quoi? C'est essentiellement de la gestion d'argent et, idéalement, le moins d'argent possible. Parce que l'État doit être le plus petit possible. Donc, la politique, c'est la gestion la plus minimaliste possible des fonds publics et c'est tout. Donc, c'est un discours pour qui l'idée que la politique est une fonction expressive, une fonction existentielle, une fonction substantielle. Et c'est une idée qui est absolument incompréhensible pour ce discours-là. Et donc, c'est tout à fait normal que pour ces gens-là, l'indépendance apparaisse comme un projet complètement farfelu. Il n'y a aucune raison d'être intéressé par l'indépendance si on a une telle vision de la politique. Aucune. À moins qu'on soit capable de dire l'indépendance, ça va nécessairement permettre de mettre les syndicats à la porte, de castrer les itinérants, puis de mettre les intellectuels dans les camps de concentration. Je veux dire, on ne donne pas le goût de l'indépendance comme ça. Et si je vous parle de ça, c'est que ce constat-là que je fais, c'est beaucoup ce constat-là qui me rend perplexe. Qui me rend perplexe face à une thématique, face à un certain type de discours sur l'indépendance, qui fait un retour en force depuis quelques années, un discours qui nous dit l'indépendance, au fond, ce n'est ni à gauche ni à droite. Bien sûr, je ne veux pas confisquer à personne le droit d'être indépendantiste. Il n'y a pas seulement des progressistes qui sont indépendantistes, c'est correct, c'est même souhaitable. Ceci étant dit, au niveau de notre discours, au niveau de notre manière dont nous parlons de l'indépendance, au niveau de la manière dont nous voulons promouvoir le projet indépendantiste, je ne vois pas comment notre projet pourrait être compatible
avec une telle vision de la société, avec une telle vision de l'État, avec une telle vision de la politique? Et on aura une période de questions. Si vous avez une réponse à ça, j'aimerais vraiment l'entendre, parce que moi, je ne comprends pas comment le projet de l'indépendance peut être compatible avec ce type de discours-là. Je pense que le noyau même du discours néolibéral, que j'ai déjà exposé, je ne me répéterai pas, mais le noyau même de ce discours-là, qui dévalorise l'action collective, la solidarité, je ne vois pas comment on peut, sur cette base-là, construire un projet de pays. Je ne le comprends profondément pas. Et donc, c'est pour ça que je dis, oui, je veux bien qu'il n'y a pas seulement des indépendantistes à gauche, mais j'ai envie de dire, à un instant quand même, parce que, et pas seulement au Québec, la montée du néolibéralisme, et on pourrait parler du cas de la Grèce, de manière générale, c'est une idéologie et des politiques publiques qui sabotent les États, et qui sabotent l'idée même de souveraineté des États. Alors moi, je ne vois pas comment le projet d'indépendance peut être compatible avec cette idée-là. Le quatrième aspect la quatrième réflexion que je voulais vous soumettre, la quatrième thématique que je voulais aborder, elle m'est inspirée par des événements d'actualité très récentes. Je veux parler de la question autochtone. Je pense que je n'aurais pas pu en parler. Je n'aurais pas pu en parler aujourd'hui avec vous. C'est, comme je le disais, un enjeu qui est au cœur de notre actualité ces temps-ci. Et je crois que ça nous confronte tous, les révélations qui ont été faites par les journalistes de l'émission Enquête. Ça nous confronte tous parce que je crois que ça nous bouscule. Et pourquoi est-ce que ça nous bouscule? Ça nous bouscule parce que ça nous fait prendre conscience que, comme Québécois, comme Québécoises, francophones, nous avons aussi, et nos institutions peuvent avoir et ont parfois des comportements colonialistes à l'égard des Premières Nations. Et c'est confrontant, cette idée-là. Ça nous bouscule, ça nous met mal à l'aise, parce que, bon, pour plusieurs raisons, notamment parce que, comme vous le savez, la question autochtone a toujours été de compétence fédérale, donc il y a toujours eu un peu cette habitude que nous avons eue de se dire, si la condition autochtone ne va pas bien, c'est la faute du fédéral, puisque la loi des Indiens est une loi fédérale, puisque la question autochtone est une question de compétence fédérale, c'est la faute du fédéral si ça va mal. Et nous, au Québec, si on était indépendant, on serait donc meilleur, nécessairement. Je caricature un peu ici, mais j'essaie de présenter l'idée selon laquelle on a eu, je crois, le réflexe de considérer que ça ne nous concernait pas et que c'était vraiment le problème du Canada, que le problème autochtone. Et ce qu'on apprend, parce que ces jours-ci, c'est que malheureusement, ce n'est pas vrai. Nous avons aussi une responsabilité et les institutions du Québec, les institutions québécoises, ont également une responsabilité. Ce qu'on a appris, c'est que donc la Sûreté du Québec, donc la police nationale du Québec, est celle qui est impliquée. Donc déjà ici, on a un exemple d'une institution québécoise qui a eu des comportements problématiques. L'autre exemple que l'on pourrait donner, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec qui est évidemment une avancée incroyable pour le peuple québécois. Le fait d'avoir nationalisé l'hydroélectricité, le fait d'avoir centré le développement économique et social du Québec sur cette institution-là, c'est magnifique et c'est une institution dont nous sommes et devons être fiers. Et je ne veux pas remettre en question ça. Par contre, si vous demandez aux communautés autochtones du Québec quelles opinions ils ont d'Hydro-Québec, vous risquez d'avoir une réponse un peu différente. Parce que ce serait difficile de nier que, historiquement, les rapports entre Hydro-Québec et les communautés autochtones ont parfois été difficiles. Et il y a, dans les communautés autochtones, très souvent, un sentiment d'injustice et de dépossession quand on leur parle d'Hydro-Québec. Et je crois que notre responsabilité, c'est d'écouter ces frustrations-là, d'écouter ces malaises-là et d'en prendre acte. Donc, j'ai donné ici deux exemples de deux institutions québécoises qui ont des comportements problématiques, qui ont des actions problématiques.
à l'égard des peuples autochtones. Et j'ai donné ces exemples pour illustrer l'idée que je mentionnais, c'est-à-dire que nous avons aussi, comme Québécois, comme Québécoises, une responsabilité. Et je crois que nous avons parfois de la misère à en parler. Nous avons de la misère à en parler et nous avons, je crois, surtout les indépendantistes. Pourquoi est-ce qu'on a de la misère à en parler? Pour des très, très bonnes raisons. Parce qu'historiquement, le peuple québécois, a fortiori les indépendantistes, se sont avant tout considérés comme des victimes du colonialisme britannique. Et nous avons raison, puisque c'est vrai. Nous avons été, et nous sommes encore, les victimes du colonialisme britannique. L'histoire de l'État québécois et l'histoire de sa subordination à l'État canadien, à l'Empire britannique. Donc, nous sommes pensés collectivement comme bien davantage des victimes du colonialisme que comme peut-être aussi des agents de colonialisme. Ce qui fait que quand nos frères et nos sœurs des Premières Nations nous disent hey, « vos institutions sont coloniales », on a de la misère à comprendre, parce qu'on se dit « mais non, voyons, nous qui avons été victimes du colonialisme ». Et le mouvement indépendantiste, d'ailleurs, historiquement, s'est beaucoup identifié aux luttes de la décolonisation. Le meilleur exemple, c'est le fameux ouvrage de Pierre Vallière, qui s'intitulait « Nègre blanc d'Amérique ». Il suffit de relire la revue Parti pris également pour réaliser que, comme mouvement, nous sommes toujours positionnés en solidarité avec les peuples opprimés partout dans le monde et nous sommes considérés comme faisant partie des luttes de décolonisation. Ce qui rend, et c'est pour ça, je crois que parfois, nous avons de la difficulté, comme indépendantistes, à réfléchir à notre rapport aux Premières Nations parce que il y a comme, nous pensons, comme je disais, plus comme colonisés que comme colonisateurs. Et nous avons à la fois, quand nous pensons comme ça, nous avons à la fois raison et tort. Nous avons raison parce qu'en effet, nous avons été des victimes du colonialisme britannique, mais nous avons tort aussi, parce que nous avons aussi des rapports de type colonial à l'égard des Premières Nations. Évidemment, le Québec, à plusieurs égards, est un exemple quant au rapport avec les Premières Nations qui occupent son territoire. Je pense à la paix des Braves, je pense à la Convention de la baie James. D'ailleurs, la paix des Braves, c'est le Parti québécois qui en a beaucoup été l'architecte, et c'est une très bonne chose, il faut en être fier. La plupart des communautés autochtones, d'ailleurs, reconnaissent que ces ententes-là sont des avancées significatives, ils les saluent, et je ne cherche pas à diminuer ça, je ne cherche pas à nier ça, bien au contraire. Mais je pense qu'à d'autres égards, il nous reste du chemin à faire. Il nous reste même beaucoup de chemin à faire, notamment dans notre capacité à en parler entre nous et à accepter d'écouter les critiques, les doléances des 11 Premières Nations qui peuplent le territoire du Québec. Et je pense qu'en tant qu'indépendantistes, nous devons être irréprochables sur ce plan-là, parce que si nous sommes sérieux, un instant, dans notre croyance dans le principe d'autodétermination des peuples, nous avons un devoir de cohérence, et ce devoir de cohérence-là, il nous impose de reconnaître le même droit à l'autodétermination aux peuples autochtones qui peuplent ce territoire. Ceci étant dit, je crois que comme indépendantistes, nous avons un très bon argument. Nous avons même une position de force par rapport aux forces fédéralistes. Je crois que nous avons, comme indépendantistes, une proposition plus intéressante qu'on ne peut le croire à faire aux Premières Nations du Québec. Je crois qu'on peut proposer, offrir aux Premières Nations, au lieu d'être les autres du projet d'indépendance, d'en être une réelle partie prenante. Parce que quand même, ce que je constate, c'est qu'il nous est arrivé de considérer que l'enjeu autochtone, dans notre démarche d'accession à l'indépendance, c'est un peu comme un caillou dans le soulier. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde-là? S'ils veulent rester dans le Canada, ça va être chiant, qu'est-ce qu'on va faire? On a souvent eu un rapport plus d'agacement. Madame, il va y avoir une paire de questions tout à l'heure et ça va me faire plaisir de débattre avec vous. Ça va me faire plaisir. Et je pense qu'on est ici pour ça, discuter et débattre. Si on était tous d'accord, il n'y aurait aucune utilité à avoir un événement comme aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque j'arrive à la fin
de ma présentation et on pourra en discuter ensemble. Donc, je pense que donc on a une position de force. On a un avantage stratégique parce que qui est mieux placé que nous, comme indépendantistes, pour dire aux Premières Nations, écoutez, nous avons comme projet de construire un nouvel État. Donc, de mettre sur pied une nouvelle constitution avec un nouveau régime politique et économique. Vous voulez également en finir avec la loi sur les Indiens, vous voulez également en finir avec le colonialisme britannique. Nous, c'est exactement ça qu'on propose. Et on vous propose de construire ce nouvel État-là avec nous. Et là, à partir du moment où on pose la question de l'indépendance dans ces termes-là, le champ des possibles, les possibilités qui s'ouvrent à nous sont presque infinies. Parce que là, on peut se dire, par exemple, au lieu d'avoir un Parlement et un Sénat, pourquoi ne pas avoir, oui, un système de bicaméralisme, mais qui donnerait une place aux Autochtones dans une chambre parallèle? Par exemple, c'est une idée que quelqu'un comme l'anthropologue Serge Bouchard met souvent de l'avant. Je ne dis pas que je propose ça, je dis, ah, voilà quelque chose d'intéressant. Un nouvel État, c'est aussi un nouveau partage des compétences. N'est-ce pas là aussi une occasion formidable de proposer un nouveau pacte de nation à nation avec les peuples autochtones? Donc, moi, je considère qu'il faut parler de l'indépendance comme d'une occasion en fait, l'occasion rêvée de redéfinir en profondeur nos rapports avec les Premières Nations. La condition, évidemment, à ce processus-là, c'est d'engager un dialogue de nation à nation, basé sur la reconnaissance de notre part également, d'une partie de la responsabilité quant à la situation des Autochtones au Québec. Évidemment, ce sera une proposition que nous devrons faire aux Premières Nations. Ce sera par contre à eux de dire si cela les intéresse ou non. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. C'est magnifique. Je vais très rapidement conclure en disant que j'ai volontairement ici, je l'ai précisé au début de ma conférence, j'ai voulu mettre le doigt sur ce que je considérais être des défis ou des difficultés à l'égard de l'avènement de notre projet. Je crois que c'est plus intéressant de faire ça, surtout, comme je le disais, que je crois que nous sommes tous ici des indépendantistes. En terminant, et je vais terminer plus rapidement que prévu, j'aimerais peut-être vous partager une inquiétude que j'ai, et pas nécessairement en ce qui a trait au niveau d'appui à l'indépendance, mais j'aimerais vous partager mon inquiétude quant à la manière dont parfois nous réagissons comme indépendantistes quand on nous dit qu'il y a un déclin de l'appui à notre projet. Malheureusement, j'ai vu dans la dernière année, à quelques reprises, des acteurs importants du mouvement indépendantiste, littéralement des ténors de notre mouvement, dire qu'ils étaient fatigués, c'est un mot qu'on a dit, ou inquiets, ou nostalgiques. C'est ce que j'appelle parfois le souverainisme soupirant, c'est-à-dire qu'on parle de souverainisme, mais la première réflexion, parfois, c'est faire « Ah, c'était un beau rêve, c'était un beau projet ». Évidemment, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais des fois, j'entends ça. Et il y a eu quelques mêmes ouvrages de publiés cette année qui mettaient de l'avant cette idée-là. Et moi, ça m'inquiète ce discours-là parce que, bon, je ne le trouve pas mobilisant. Et j'ai l'impression que quand on parle d'indépendance comme ça, on parle d'indépendance comme d'un rêve un peu fuyant, comme d'un horizon qui s'éloigne, plutôt que comme d'un projet concret et contemporain, merci. Et j'ai l'impression j'entends des fois certains intellectuels québécois parler d'indépendance et dire qu'il faut appuyer l'indépendance par fidélité à l'égard d'un héritage ou d'un passé. Puis c'est au nom de cette longue lutte du passé qu'il faudrait continuer. Bien sûr que c'est important cet héritage-là et ce passé-là, mais il me semble que ce n'est pas très mobilisant que d'en parler comme ça. J'ai envie de nous entendre parler d'indépendance de manière beaucoup plus optimiste, de manière beaucoup plus positive et en se tournant résolument vers l'avenir. Ce n'est pas en regrettant les défaites de jadis qu'on donne le goût de gagner demain. Au contraire, je pense qu'il faut penser ce projet-là aujourd'hui, dans les conditions qui sont celles de notre époque. En ciblant les 4 réflexions que j'ai ciblées aujourd'hui, j'ai essayé de nourrir cette réflexion-là. Je ne l'ai pas faite pour provoquer, je l'ai faite pour alimenter le débat, parce que je considère que c'est ce dont nous avons besoin. Je crois que nous devons renouer, et même avec le courage, avoir plus de courage que jamais, courage de parler d'indépendance comme d'une réelle rupture, puisque c'est bel et bien d'une rupture dont nous avons besoin. Merci beaucoup.